Hello, hello, bienvenue. C'est pas cette page, c'est cette page-là. Voilà. Et pourquoi ça s'affiche pas? Ça y est. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Erika. Salut Aurel. Such renaming. Oui, on a rename la chaîne hier, puisque visiblement, c'était pas simple à prononcer. Le double E perturbait les gens, et je me suis rendu compte de ça quand je lui ai envoyé des messages ou que j'ai sub à des chaînes d'autres personnes qui avaient bien du mal à prononcer mon pseudo. Du coup, j'ai rename, j'ai mis les liens comme je fais d'habitude. Il faudrait que j'aille voir ma bio Twitter, peut-être que c'est plus le bon lien du coup. Il faudrait que je change ça. Voilà. Mais bizarrement, en faisant une recherche, j'ai pu retrouver, en tapant mon ancien nom, j'ai pu retrouver le nouveau. Je sais pas trop comment ça marche, mais bon. C'est comme ça. On commence aujourd'hui par un petit review, un review de l'actualité du travail. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine en droit du travail? C'est la semaine dernière, on a fait une super vidéo où il y avait des personnes qui participaient, c'était trop bien. Du coup, on va voir ce qui s'est passé cette semaine. On est toujours sur le même site, hein, Tissot Édition, qui, je le rappelle, a un point de vue plutôt employeur, là où nous, on va avoir un point de vue plutôt salarié. Parce que étant salarié, ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir comment défendre les salariés. Voilà. Hop. Ça, c'est les articles qu'on peut pas lire. Faudrait que je m'abonne, je sais pas combien ça coûte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Ne tombez pas dans l'effet Cobra. Au quotidien, prendre des décisions pour vos équipes. Vous prenez des décisions pour vos équipes, pardon. Certaines portent leurs fruits, et exactement comme vous le souhaitiez, mais d'autres font exactement le contraire. Bienvenue à l'effet Cobra. Obtenir l'inverse de ce que vous souhaitez, de ce que l'on souhaitait, c'est caractéristique de ce mécanisme. Comment l'éviter? Enfin, c'est des trucs de management, ça m'intéresse pas tant que ça. Les techniques managériales... Bref. Feeling en entreprise, amis ou ennemis, transactions commerciales, entretien d'embauche, opérations de croissance externe, choix d'un fournisseur. Si les décisions inhérentes au pilotage d'une entreprise reposent généralement sur des critères objectifs, généralement, ouais, alignés sur la stratégie de l'entreprise, il n'empêche que certains managers fonctionnent aussi parfois au feeling, beaucoup même. Mais jusqu'à quel point doit-on faire confiance à cet élément irrationnel d'étalonnage d'une relation et d'une orientation de contexte, dans un contexte professionnel? Au-delà de la confiance, en fait, c'est aussi de l'éthique. Hein. Quand tu insistes très fortement pour faire appel à une entreprise plutôt qu'à une autre parce que l'entreprise c'est ta pote, bon, c'est plus de la confiance, hein, ça devient de l'éthique. Qu'est-ce qui nous prouve que cette entreprise elle est compétente? Qu'est-ce qui nous prouve qu'elle pourra répondre à nos besoins et tout? On n'en sait rien en fait. Hein. On n'en sait rien, c'est juste... l'argument c'est juste « je les connais, t'inquiète ». L'argument c'est vraiment ça, c'est « t'inquiète, ça passe ». Du coup, ouais, au-delà de la confiance, c'est beaucoup plus de l'éthique en fait. Aide à l'emploi 2022, quelles sont les nouveautés? Les aides à l'emploi connaissent plusieurs nouveautés, certaines aides ont été prolongées, à cause de la situation sanitaire. Si on allait voir ça. Tiens. Je vérifie juste que ça s'affiche bien. Ouais, c'est bon. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les aides à l'emploi connaissent plusieurs nouveautés en 2022. Prolongation et fin de certaines aides relatives aux travailleurs handicapés. Pour répondre à la crise sanitaire, l'AGFIP, donc c'est l'organisation qui s'occupe des travailleurs handicapés, a mis en place des aides exceptionnelles complémentaires à son offre d'aide financière. Elles devaient prendre fin en début d'année, mais ont été prolongées jusqu'au 28 février 2022, compte tenu des besoins d'accompagnement toujours d'actualité. À partir du 1er mars, ce programme d'aide exceptionnelle s'arrêtera, mais les appuis apportés pendant la crise seront réintégrés en majeure partie dans le programme d'aide pérenne. D'accord. Lesquels, on ne sait pas trop là pour l'instant, peut-être qu'ils vont nous le dire après. Parmi ces aides, voilà, je vais trop vite en besogne, enfin. Évidemment qu'on nous le dit après. C'est logique. Mince, c'est pas ça que je voulais montrer. C'est ça, voilà.
Parmi ces aides, deux concernent particulièrement le recrutement des alternants. Je lurk là, donc je peux pas entendre tes réponses. D'accord. Ben, lurk. Que veux-tu que je te dise? Je ne sais pas. À ce que je dois travailler. Ouais, ça nous arrive à tous, hein. Même les meilleurs. J'espère que la musique est pas trop forte. Oh, ça va. Peut-être baisser encore un peu. Je trouvais ça plus sympa de... Je connais le mot et j'ai des amis qui le font, mais... moi, j'ai un ami salarié, hein. Du coup, je sais ce que c'est d'être salarié. Attends. Alors... Pardon. Donc, les aides qui vont être maintenues. Enfin, maintenues et intégrées au programme pérenne de la GFIP. Pardon, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Parmi ces aides, du coup, deux concernent particulièrement le recrutement d'alternants. Ainsi, jusqu'au 28 février 2022, vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier d'une aide majorée fixée à 4 000 € pour l'embauche d'un travailleur handicapé en apprentissage, 5 000 € pour l'embauche d'un travailleur handicapé en contrat de professionnalisation. Voilà, donc on donne des aides aux entreprises pour embaucher des travailleurs handicapés en alternance. Notez qu'en revanche, l'aide de 4 000 € à la mobilisation des employeurs pour l'embauche des travailleurs handicapés qui avait été mise en place par les pouvoirs publics dans le cadre du plan France Relance Un jeune, une solution, n'a pas été reconduite en 2022. Il est toutefois encore possible de la demander si vous avez embauché récemment. Très bien, très bien. Retrouvez plus d'informations sur ces aides, sur les conditions à remplir dans notre dossier. Ok. Hop. Prolongation de différents dispositifs d'aide géographique. Ok. La loi de finances 2022 repousse d'1 an, donc jusqu'au 31 décembre, du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023, la fin de certains dispositifs géographiques. Alors, les zones d'aide à finalité régionale, les zones franches urbaines, les zones de revisitation, les zones de bassin urbain, ok, bon. Autre prolongation, le dispositif d'aide financière emploi franc, qui devait s'achever au 31 décembre 2021 et qui a été repoussé à 2022. Rappelons que le dispositif emploi franc vous permet permet à l'entreprise, sous certaines conditions, de bénéficier d'une aide financière lorsque vous recrutez une personne éligible résidant dans un quartier prioritaire des politiques de la ville, tel qu'un demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi. Donc il faut que la personne elle soit inscrite à Pôle emploi, déclarée en tant que travailleur handicapé et qu'elle réside dans un quartier solidaire, enfin un quartier prioritaire, pardon. Ça fait beaucoup de conditions. Les aides à l'embauche qui vont s'arrêter ou changer en cours d'année. Les aides exceptionnelles à l'alternance mises en place dans le cadre, ok, on en a parlé. En parallèle, les conditions d'attribution de l'aide exceptionnelle pour l'embauche de certains demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation seront revues à partir du 1er juillet. Voilà. Bon, les travailleurs handicapés, c'est pas ma spécialité. Je vous avoue que je savais même pas qu'il y avait des aides en fonction des territoires. Ce qui est pas mal, hein, parce que du coup... c'est déjà compliqué de trouver du travail quand tu es travailleur handicapé, c'est compliqué de trouver du travail quand tu viens de certains endroits, de certains quartiers. Du coup, je pense que c'est vraiment pas mal de mettre ça en avant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le pass vaccinal, tiens le pass vaccinal, il vient d'être définitivement adopté par le Sénat et l'Assemblée nationale, pardon. L'Assemblée nationale a adopté hier, donc ça 17 janvier, on est le 18, donc ils ont adopté ça le 16, dimanche, au calme. Le dimanche au calme, l'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi transformant le pass sanitaire activité en pass vaccinal. Il devra encore être publié au journal officiel pour devenir applicable, sous réserve de ne pas être censuré par le Conseil constitutionnel. Donc c'est pas encore sûr cette histoire. Il restreindra alors l'accès à certains lieux, établissements, services et événements accueillant du public. Vos salariés pourraient être concernés. Oui, puis je suppose que... mettons que le pass vaccinal restreigne l'accès à des restaurants. Je dis ça au hasard. Hein. Mettons qu'il faille la vaccination complète plus un test de moins de 3 jours pour rentrer dans les restaurants. Ça veut dire quoi? Que les salariés des restaurants, il faut qu'ils aient la vaccination complète, ça c'est une chose, mais un test de moins de 3 jours, donc tous les 3 jours, il faut qu'ils se fassent tester. Ouais. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, tu peux pas demander à tes salariés de se faire tester tous les 3 jours. Mais les tests sont un danger à terme, hein. Enfin... Là, ça va un peu mieux, mais au début, ils étaient faits très profonds et c'est assez dangereux hein, pour les sinus et tout.
c'est assez dangereux. C'est moins dangereux que certaines formes du Covid. Hein. Gardons la logique. Hein. Mais bon, va peut-être y avoir des problèmes suite à des tests. Ouais. Donc, la finalité du pass vaccinal. Au regard de la situation sanitaire, la loi permet au Premier ministre jusqu'au 31 juillet 2022 de subordonner par décret l'accès à certains lieux, établissements, services ou événements au pass vaccinal, compte tenu de leurs caractéristiques. L'Assemblée nationale a conservé les dispositions ajoutées par le Sénat concernant les pouvoirs du préfet. Conserver les dispositions ajoutées. Ouais, ok. Oui, du coup, le préfet aura un certain pouvoir dessus. Celui-ci pourra, sur habilitation du Premier ministre et lorsque les circonstances locales le justifient, prévoir pour une durée limitée que l'accès aux lieux, établissements, services ou événements concernés est subordonné, subordonné à la présentation d'un pass sanitaire en lieu et place d'un pass vaccinal. Ok. Jusqu'au 31 juillet 2022, le gouvernement remettra au Parlement une évaluation mensuelle de l'impact économique de l'application des passes sanitaires et vaccinales aux activités qui y sont soumises. Une évaluation de la perte de chiffre d'affaires liée à l'application de ces dispositions devra être intégrée. Ouais, ça va être une catastrophe. Hein. Pour les restaurants et tout, déjà apparemment c'est pas la grande forme au niveau de la restauration, mais là ça va être catastrophique. Hein. Une évaluation de la perte de chiffre d'affaires liée à l'application de ces dispositions devra être intégrée, ainsi que les résultats en matière de lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid. Surtout que là, la vague Omicron est en train de passer. On a atteint le pic de la vague. Il pose un peu question quand même, hein, ce pass vaccinal. Il pose question sur plein de choses. Déjà, la première chose, c'est de donner le... Ça n'a rien à voir avec le droit du travail, hein, mais c'est d'aller donner le droit à des gens qui ne sont pas investis par le pouvoir policier, d'aller contrôler d'autres gens. Donc par exemple, je sais pas, un serveur de resto qui va contrôler votre identité comme s'il était flic. C'est ça qui pose problème en fait, hein, dans ce pass vaccinal, c'est de donner à tout un chacun le droit d'aller contrôler son voisin. C'est un peu... d'aller contrôler les papiers de ses voisins, parce que contrôler le pass, c'est une chose. Déjà qu'il y a plein d'informations dessus, mais d'aller contrôler, d'avoir le droit de demander la carte d'identité qui correspond au pass. Ça, et puis, très honnêtement, moi je vais pas... j'irai pas me faire tester pour aller au resto, quoi. Franchement, hein... J'ai pas de souci à me faire tester et tout, mais du coup, j'aurais beaucoup moins envie d'y aller. Et je pense qu'on est un peu tous dans ce cas. On est tous saoulés, on est tous fatigués face à cette crise sanitaire. On a fait Enfin, moi, personnellement, j'ai fait mes 3 doses. Je me suis fait tester plein de fois, et il y a un moment, ça va bien, quoi. Je préfère pas aller au resto que continuer à me faire tester. Sans compter que à chaque test, c'est du plastique refout dans la nature. Moi, ça me saoule un peu. Voilà. On n'est pas du tout sur le droit du travail, là. À savoir, le Sénat avait prévu que le pass vaccinal ne pourrait être imposé ou maintenu qu'à certaines conditions. Donc, un nombre d'hospitalisations liées au Covid supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou en cas d'un seuil inférieur, dans le seuil des départements dans lesquels le taux de vaccination est inférieur à 80%. Oula. Cas de seuil inférieur dans les seuls départements dans lesquels le taux de vaccination est inférieur à 80% de la population totale ou dans lesquels le virus circule activement. Ok. Il y a des départements où le taux de vaccination il est inférieur à 80% de la population. Genre vraiment. Ah oui, à 80%, oui pardon. Ouais, non, j'avais 20% dans la tête. Oui, ok. Oui, donc il y en a plein en fait. Le taux national c'est 80% je crois, donc oui, il y en a plein des départements où les gens sont vaccinés à moins de 80%. L'Assemblée nationale n'a toutefois pas souhaité restreindre l'application du pass vaccinal à ces situations. Comme ça, c'est fait. La transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Le pass sanitaire peut actuellement être obtenu en présentant soit le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19, soit un justificatif de statut vaccinal concernant le Covid-19, soit un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par le Covid-19. Le pass vaccinal ne peut pour sa part être obtenu que par la vaccination.
Ok. Il atteste que son titulaire a complété un schéma vaccinal. Ok. Ah mais j'avais pas compris ça, moi je pensais que... Parce que comme il parlait de super pass, de pass V2 et tout, où il fallait être vacciné plus testé, j'avais compris qu'ils allaient restreindre les lieux de loisirs, par exemple les restaurants, aux gens qui avaient le vaccin plus les tests. Plus un test de moins de 3 jours par exemple. Du coup c'est débile. C'est débile. Bah en fait je trouve que c'est débile parce qu'on a déjà 80% de la population qui a fait quasiment, je crois qu'ils ont fait leurs 2 doses. Il me semble que 80% c'est les 2 doses. Il y a un moment, qu'est-ce que tu veux pousser plus quoi? Enfin, oui, ce serait bien d'avoir 90, 95, mais ça arrêtera pas l'épidémie. Hein. Tant qu'on fera des échanges avec l'extérieur, ça n'arrêtera pas l'épidémie. Pardon. Bon, vas-y, on va arrêter avec le pass vaccinal. Ça sert à rien. Déjà parce qu'il peut être retoqué, et puis parce que ça n'a rien à voir avec notre sujet, en fait. Hop. Alors. Convention collective dans le secteur des HCR. L'employeur doit-il donner les 2 jours de repos hebdomadaires à la suite? C'est quoi? Ah, hôtel, café, restaurant. Bah non. Non. Il est pas obligé de le faire. Ce serait bien qu'il le fasse par contre, hein, s'il veut des salariés en meilleure santé. Alors, qu'est-ce que ça dit? J'ai vraiment la voix pétée aujourd'hui. Tout salarié bénéficie d'un temps de repos hebdomadaire dont les conditions peuvent être prévues par la convention collective applicable, comme dans les hôtels, cafés, restaurants, qui prévoit des règles spécifiques d'attribution de ce repos pour les salariés. Un litige sur fond de jours de repos hebdomadaire dans le secteur des HCR. C'est curieux. Une salariée travaillait au sein d'un hôtel en qualité d'employée polyvalente. Elle avait saisi les prud'hommes de diverses demandes, dont un rappel de salaire, au titre de ses 2 jours de repos hebdomadaires. Elle estimait que ces jours lui avaient été incorrectement attribués au regard de la convention collective. Devant les premiers juges, la salariée avait eu gain de cause. Les juges avaient relevé qu'il ressortait des termes du contrat de travail que l'intéressé travaillait du lundi 13h au samedi 16h, sans autre mention. Oui, mais en fait, ton contrat de travail, les horaires, ils sont pas à mentionner au contrat de travail. Les horaires peuvent varier. Hein. Si vous signez un contrat de travail où c'est marqué vos horaires, bah considérez que vos horaires c'est pas celle-là, c'est pas ceux-là, pardon, parce que les horaires sont modifiables par l'employeur indépendamment de l'avis du salarié. Voilà. Pour les juges, il n'était pas justifié du respect par l'employeur des termes de la convention collective. En son article 21, alinéa 3, que les salariés ont droit à 2 jours de repos successifs. Bah c'est 2 jours de repos successifs, hein. Peu importe comment ils sont découpés. Bah du samedi 16h au lundi 13h, ça fait 2 jours, hein. Bah pas tout à fait, mais... Oui, il aurait fallu qu'il l'arrête le samedi à 13h, mais... Ce faisant, les juges du fond avaient condamné l'employeur à verser 17 000 € à titre de rappel pour ces jours de repos hebdomadaires non octroyés. L'affaire est arrivée devant la Cour de cassation qui ne l'a pas entendu ainsi. Dans les HCR, les 2 jours de repos hebdomadaires ne sont pas nécessairement consécutifs. La Cour de cassation rappelle les fondamentaux et revient à l'article 21-B, 3B de la Convention collective des HCR. Selon ce texte, les salariés bénéficient obligatoirement de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non dans les établissements permanents
Pour les salariés autres sous contrat saisonnier, les 2 jours de repos hebdomadaires seront ainsi attribués aux salariés dans les conditions suivantes: 1,5 jours consécutifs ou non, 1,5 jours consécutifs, 1 jour une semaine, 2 jours la semaine suivante, non obligatoirement consécutifs, 1 jour une semaine, la demi-journée non consécutive, ça c'est compliqué, hein. Mais alors par contre, on nous dit pas, parce que là elle avait 1,5 jours consécutifs, un peu plus. On nous dit pas si sa demi-journée, on lui a donné ou pas, quoi. Pour la Cour de cassation, il n'y a pas ambiguïté. L'article n'institue pas pour les salariés un droit à 2 jours de repos successifs. Par conséquent, c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'employeur sur ce point. L'affaire devra donc être rejugée. Contrat de travail, période d'essai, durée du travail, jour férié, retrouver notre machin, on s'en fout. Ok. Ouais. CDD pour remplacer un salarié absent. Y a-t-il un délai de carence à respecter? Dans quel sens? Avec cette nouvelle vague de Covid-19, il se peut que vos salariés soient successivement absents. Pour le bon fonctionnement de votre entreprise, vous souhaitez recruter un salarié en CDD. Sous quelles conditions cela est possible? Plusieurs de mes salariés sont successivement malades ou absents car ils sont cas contact ou car les classes de leurs enfants ferment. J'ai embauché un salarié sous CDD pour remplacer un de ces salariés, oui, lequel connaît désormais l'entreprise. Ayant pu éprouver ses qualifications et compétences, je souhaite donc que ce soit lui qui effectue les remplacements. Puis-je conclure successivement plusieurs CDD avec ce même salarié pour remplacer plusieurs salariés différents? Dois-je observer un délai de carence? Bah j'ai envie de te dire, si c'est pas le même salarié, tu changes de motif, hein? Non? C'est ce que les entreprises font, hein, ils se font pas chier avec le délai de carence. Il y a bien une entreprise, Heineken, qui a fait faire 170 CDD à quelqu'un, là, pendant 30 ans. Et qui après, le mec s'est fait traiter de sale noire en entreprise. Du coup, il a porté plainte et il a bien eu raison. Oui, tu t'emmerdes pas, tu changes le motif, puis c'est tout. Les bons conseils RH. Lorsque le contrat de travail à durée déterminée se conclut, est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent, ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, vous n'avez pas à respecter le délai de carence. Oui, si c'est le même salarié, il n'y a pas de délai de carence. Qu'en est-il des remplacements successifs de plusieurs salariés avec le même salarié? La Cour de cassation a récemment rappelé les règles à respecter en la matière. Dans ce dossier, un salarié avait été engagé sous 4 contrats à durée déterminée successifs pour le remplacement de 4 salariés absents. Pardon. Par la suite, celui-ci avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ces contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, en raison de l'absence de délai de carence entre chaque contrat. La Cour d'appel avait fait droit aux salariés et requalifié les relations contractuelles en relations à durée indéterminée. L'employeur est content. Fallait pas jouer avec le feu. Du coup, 4 contrats différents, 4 salariés absents différents, normalement, il faut renouveler le... Enfin, il faut faire un délai de carence entre les remplacements. Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis. Elle a tout d'abord rappelé que les dispositions légales ne font pas obstacle à la conclusion de CDD successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans le cadre de remplacement d'un salarié absent et d'un salarié dont le contrat est suspendu. Ok. Dans un tel cas, un délai d'interruption entre les CDD doit-il être appliqué? La Cour a répondu non. De toute manière, même si la Cour a répondu oui, j'ai envie de te dire, au pire, encore une fois, au pire tu changes juste le motif du CDD, c'est bon, t'as plus de problème. Cas d'absence de délai de carence. Lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs sans qu'il y ait lieu à l'application d'un délai de carence entre chaque contrat est autorisée. Attention toutefois, car la Cour a également rappelé à cette occasion que le recours au CDD ne doit pas avoir pour objet de faire face à un besoin structurel de main-d'œuvre et pourvoir durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Comme tous les contrats pro et les contrats d'apprentissage dans les entreprises actuellement. On rappelle que les contrats pro et les contrats d'apprentissage, dans leur grande majorité, ce sont des contrats en CDD.
Et dans leur grande majorité, ils sont renouvelés tous les ans ou tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans, on re-recrute un apprenti ou un contrat pro pour faire le même travail que l'apprenti ou le contrat pro de l'année d'avant. Donc ça s'appelle occuper en CDD un poste qui est censé être pérenne, donc un poste en CDI. Mais bon, c'est interdit par la loi, hein, complètement. Attention toutefois car la Cour a également rappelé, oui ça on l'a déjà dit, pour ne pas commettre d'impair, lisez notre truc. Ok, donc la Cour a décidé que le délai de carence c'était mort, que tu pouvais être embauché pour remplacer tous les salariés absents de l'entreprise, ça marche. Il n'y a pas de souci. Tant pis pour toi si t'as pas de vacances. Évaluation des salariés. Tout savoir sur l'entretien annuel. On rappelle, l'entretien annuel n'est pas obligatoire. Hein. Seul l'entretien professionnel est obligatoire. Hop. Pour certains, les entretiens d'évaluation sont en cours de préparation. Mais l'entretien d'évaluation est-il obligatoire? Doit-il être mené tous les ans? Que dire au cours de ce temps d'échange? Tiens, c'est marrant. Est-ce que c'est... Non, c'est toujours la partie employeur. Ok, non, c'est pour moi. Parce qu'en général, les gens qui se demandent que dire au cours de l'entretien annuel, c'est pas les employeurs. C'est plutôt les salariés qui sont là. Devez-vous évaluer annuellement vos salariés? Contrairement à une croyance assez large, l'entretien d'évaluation n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de faire subir un entretien d'évaluation à vos salariés, et vos salariés ne sont pas obligés d'accepter l'entretien d'évaluation. Cela signifie donc que vous n'êtes en aucun cas tenu de mener annuellement un entretien d'évaluation. Et vraiment, hein, vous pouvez vous abstenir, hein, s'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Hein. Et comme je le disais, cet entretien ne doit pas être confondu avec l'entretien professionnel qui, lui, est obligatoire. Et oui. Si la législation ne rend pas cette évaluation obligatoire, vérifiez les dispositions de votre convention collective, car celles-ci peuvent prévoir que les salariés doivent être reçus périodiquement au cours d'un entretien d'évaluation. Dans un tel cas, vous serez contraint de le mettre en place. Mais ça, c'est un délire quand même, hein, de ressentir le besoin d'évaluer ses salariés et d'évaluer leurs résultats tout le temps, quoi. Ça, c'est le travail à la française. Sûr, vous faites l'entretien professionnel, on rappelle quand même qu'il est dans l'intérêt des salariés, qu'il permet de savoir si les salariés veulent se réorienter, s'ils ont besoin d'une formation ou quoi. S'ils désirent une formation, pas s'ils en ont besoin, pardon. L'entretien annuel, c'est vraiment... Ouais, t'as fait ça, ok, explique-moi pourquoi t'as fait ça, ok, bon bah on va te mettre des objectifs l'année prochaine, bah t'arriveras pas à les atteindre, bah tant pis, ok. Et du coup, je fais quoi? Je gagne quoi si j'atteins mes objectifs? Bah rien, ok, bah... C'est juste un mauvais moment à passer pour le salarié. Hein. À part si tout se passe bien, mais encore une fois, si tout se passe bien... Enfin, votre employeur, il ressent pas le besoin de vous évaluer hyper régulièrement, quoi. En l'absence de dispositions conventionnelles, vous pouvez, même si elle n'est pas obligatoire, mettre en œuvre au sein de votre entreprise une évaluation de vos salariés. Celle-ci peut prendre différentes formes. Entretien d'appréciation et d'évaluation, système de notation, etc. Putain, c'est l'école, quoi. Oh, l'angoisse. Et l'angoisse, c'est l'école all over again. Acquis, non acquis. Il nous revient donc de trouver la périodicité adéquate. Tous les 6 mois ou tous les ans. S'il est facultatif, l'entretien d'évaluation peut s'avérer utile, et peut être un vrai atout pour mener efficacement votre politique en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels. Non, mais non, parce que ça c'est l'entretien pro. C'est dans l'entretien pro que ton salarié il va te dire s'il envisage une reconversion, s'il envisage de partir bientôt de l'entreprise, s'il veut plus s'il veut plus de responsabilités, s'il veut, je sais pas, évoluer dans l'entreprise. Ça, c'est l'entretien professionnel, c'est pas l'entretien annuel. Tu peux pas dire, mon entretien annuel, il va me servir à faire une meilleure gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels. Bah non, parce que c'est l'entretien professionnel, qui lui est obligatoire. Donc tu te sers de ton entretien professionnel et tu le fais correctement. Si tu fais ça avec ton entretien annuel, c'est que tu fais mal ton entretien professionnel. Donc, encore une fois, l'entretien annuel, il est juste là pour venir te foutre une note à tes salariés et dire tes objectifs de l'année prochaine, ce sera ça. Mais ce qui peut être entendable, il n'y a pas de souci. Mais faut pas essayer de le vendre comme un outil de gestion des emplois et des compétences. C'est pas ça. C'est pas ça un entretien annuel. Ça, c'est l'entretien professionnel.
Ça me saoule. J'ai des vrais combats dans la vie, ok? Comment mettre en œuvre un dispositif d'évaluation au sein de votre entreprise? Si vous souhaitez mettre en place un tel dispositif, l'évaluation au sein de votre entreprise, consultez le CSE. Vous n'êtes pas censé le faire sans leur avis. Vos salariés doivent également être expressément informés, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelle mises en œuvre à leur égard. Si vous mettez en place un tel système d'évaluation, il doit nécessairement concerner l'ensemble des salariés de votre entreprise, et pas juste 2 dans un coin. Les méthodes et techniques doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. Finalité poursuivie, c'est quoi? On sait pas, hein. On sait pas, mais c'est pas la gestion prévisionnelle des compétences. Elles doivent être objectives et transparentes, pas de critères d'évaluation discriminatoires, ni de critères susceptibles de générer du stress. C'est quoi un critère d'évaluation qui ne génère pas du stress? Avec des objectifs SMART. Pardon. Tenue de l'entretien d'évaluation, comment procéder? Le plus souvent, on parle d'entretien annuel d'évaluation. Comme évoqué, la périodicité n'est pas forcément annuelle. Si vous jugez qu'un entretien par an serait de trop, alors vous pouvez tout à fait prévoir qu'il soit effectué tous les 2 ans. Oui. L'objectif de l'entretien d'évaluation est d'apprécier sur la base d'éléments objectifs et transparents les performances de votre salarié sur la période de travail passée, 1 an, 2 ans. Il est en principe réalisé par le responsable hiérarchique direct du salarié. Par exemple, quand on te dit pourquoi t'as pas atteint tes objectifs, qu'on te le répète 20 fois, en disant je comprends pas pourquoi t'as pas atteint tes objectifs, et que ton salarié te répond mais en fait il y a eu le Covid et le confinement, comment veux-tu que j'atteigne mes objectifs, c'est pas possible. Ouais mais je comprends pas pourquoi t'as pas atteint ces objectifs. Donc là, les objectifs, ils sont pas objectifs et transparents, voilà, tout simplement. Ce temps d'échange est l'occasion d'aborder et analyser les activités exercées par le salarié, d'évaluer ses points forts, dégager des axes de progrès et rectifier ses éventuelles lacunes en identifiant un accompagnement adéquat. Ouais. Il permet également de fixer les objectifs de la période qui suit. Aucune information relative à la vie privée du salarié ne doit être demandée, du genre « mais du coup, ton arrêt, c'est bientôt fini ?» Cet entretien ayant pour but unique d'apprécier les aptitudes professionnelles de celui-ci. Attention, si votre salarié est un représentant du personnel, soyez vigilant. Voilà. Ça, c'est typique. Je veux dire, si dans l'entretien annuel, si dans l'exercice même de l'entretien annuel, il y avait aucune... comment dire... rien à se reprocher, genre l'entretien annuel, il est touchy pour les employeurs. Et on le sait, et on sait qu'il est touchy parce qu'on vous met ça. Si votre salarié est un représentant du personnel, soyez vigilant. Son activité syndicale doit en aucun cas interférer avec le déroulement de l'évaluation. On risque d'être constitutif d'une discrimination syndicale. Non, tu crois? Ouais. N'oubliez... Oh là là. Oh, mais l'angoisse. Mais l'angoisse, quoi. N'oubliez pas, de féliciter votre salarié pour ses succès. Cela est très motivant et permet à votre salarié de poursuivre son investissement au sein de l'entreprise. Trop souvent, les félicitations et encouragements sont oubliés. Mais donne-lui une friandise aussi, tant que tu y es. Paye-le à la hauteur et félicite-le si tu veux, mais genre, il y a un moment, en fait, déjà paye-le, et après on en reparle. Laissez votre salarié s'exprimer. Il ne s'agit pas d'un entretien descendant à sens unique, mais d'un temps d'échange où le salarié peut exprimer son point de vue, son ressenti. C'est... non mais... Moi, j'ai des entretiens annuels qui sont très bien passés, puis j'en ai où je l'ai vraiment vécu comme un procès, quoi. Mais c'est un procès, hein. C'est un procès. Pourquoi t'as pas fait ça? Ben, parce qu'il y a eu le Covid, le confinement, et que du coup, je n'ai pas pu faire ça. Très bien. Mais je comprends pas pourquoi t'as pas atteint tes objectifs. Bah, je viens de te l'expliquer. Mais je comprends pas. D'accord. Oui, bah du coup, pour l'année prochaine, tes objectifs, ce sera ça. Ok, ils sont pas réalisables, ces objectifs, je te le dis aujourd'hui. Ces objectifs en temps, en heure, on sait même pas s'il y aura le Covid l'année prochaine, mais aujourd'hui, ces objectifs, ils sont absolument pas réalisables, même en temps normal. Oui, bah c'est ça, et c'est pas autrement. Ok, et si j'atteins tous mes objectifs qui ne sont pas réalisables, je le rappelle, j'obtiens quoi? Bah rien. Bon, bah du coup, je vais pas les atteindre. Enfin, il y a un moment, je vais pas me rendre malade pour faire ça, quoi. Ça n'a aucun sens. L'entretien annuel, c'est une purge. Et puis souvent, c'est mélangé avec l'entretien professionnel, ce qu'il faut absolument pas faire. Hein.
parce que c'est absolument pas le même temps, puisque l'entretien annuel, c'est vraiment l'employeur qui vient regarder ce que vous avez fait pendant l'année, qui vient vous évaluer vos compétences, et l'entretien professionnel, ça n'a rien à voir. C'est votre parcours professionnel, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Donc vraiment, ça n'a aucun rapport. Alors, nous vous conseillons d'établir une grille d'appréciation comportant des critères permettant de mesurer l'adéquation des aptitudes professionnelles du salarié à l'exigence du poste, ainsi qu'une procédure simple rappelant à vos responsables et les salariés qu'ils doivent préparer en amont ce temps d'échange. Donc on est bien d'accord, les aptitudes professionnelles du salarié à l'exigence du poste, il faut donc connaître les exigences du poste. Voilà. Parce que moi j'ai déjà fait un entretien annuel où j'avais pas de fiche de poste, par exemple. Et où j'ai demandé ma fiche de poste et on m'a dit « Ah là là, mais c'est bon Non, mais de toute manière, on fera pas de fiche de poste. » La fiche de poste, je vous rappelle que c'est obligatoire. Le salarié doit donc être informé à l'avance de la tenue de cet entretien. Le support permettra de cadrer et harmoniser la pratique au sein de votre entreprise et évitera les discussions sans rapport avec les aptitudes et compétences professionnelles de vos salariés. Certaines entreprises demandent à leurs salariés de réaliser une auto-évaluation. Si peu d'entreprises le font encore, certaines ont néanmoins opté pour une évaluation à 360 où le salarié évalue également son supérieur hiérarchique. C'est curieux que peu d'entreprises le fassent, dis donc. Je comprends pas. Des données personnelles peuvent être collectées dans le cadre de l'évaluation du salarié seulement si le dispositif a été porté préalablement à sa connaissance. Si les données personnelles collectées sont enregistrées dans un fichier informatique, nous attirons votre attention sur le fait qu'elles sont protégées dans le cadre du Règlement général de protection des données RGPD. Le salarié peut-il se faire assister lors de l'entretien d'évaluation ? L'entretien se déroule avec le supérieur hiérarchique du salarié sans assistance. Votre salarié ne peut donc exiger de se faire assister par un autre salarié représentant du personnel. Ça, c'est intéressant. Le salarié peut-il refuser d'être évalué ? Le salarié ne peut pas refuser d'être évalué dès lors qu'il a préalablement été informé des méthodes et techniques d'évaluation professionnelle utilisées au sein de votre entreprise et que celles-ci répondent aux exigences susmentionnées, pertinentes au regard de la finalité objective et transparente. Ouais, on va prouver ça au prud'homme. Hein. Hop, une petite pub au passage. Hein. Ah là là. Les entretiens. Où est-ce qu'on en est ? Il est 11h25, on a commencé il y a pas si longtemps. Hein. Il y a 40 minutes, on va continuer un peu, puis après on passera sur le CPF. Maternité, la protection absolue contre le licenciement ne s'étend pas à l'arrêt maladie qui suit la fin du congé. Oui. Alors, la salariée au cours de sa maternité bénéficie d'une protection particulière contre le licenciement. Cette protection est absolue pendant son congé maternité ainsi que pendant les congés payés qui sont éventuellement pris à la suite de celui-ci. Cette protection absolue ne s'étend pas à l'arrêt de travail pour maladie lorsqu'il reporte la date du retour du salarié, de son congé maternité. Ça me fume ça. Non mais ça me fume parce que... Enfin, évidemment, mais je suis beaucoup trop idéaliste. Mais évidemment, ça veut dire qu'il y a plein d'employeurs. Ah, t'es enceinte ? Allez, ciao ! Ah, t'avais qu'à pas être enceinte, hein. Ah, si la loi a été créée, ça veut dire qu'il y avait besoin de protection à ce moment-là, quoi. C'est l'enfer. Pendant sa maternité, la salariée bénéficie d'une protection spécifique contre les licenciements. Ainsi, vous ne pouvez pas rompre le contrat de travail de la salariée pendant sa grossesse, l'intégralité des périodes de suspension de son contrat de travail auquel elle a le droit au titre du congé maternité. Qu'elle use de ce droit ou non, la protection s'applique même si la salariée ne prend pas l'intégralité de son congé maternité. Pendant le congé payé pris immédiatement après le congé maternité, les 10 semaines suivant son retour de congé maternité. Mais tu te rends compte ? T'es obligé de protéger la nana pendant les 9 mois de sa grossesse, pendant ces 8 semaines, le congé maternité, pendant les congés payés qu'elle a cumulés et qu'elle prend à la fin de son congé maternité, et pendant encore 10 semaines, quoi. Ou pendant encore 10 semaines, pardon. Ou c'est les congés ou c'est les 10 semaines, selon lequel est le plus long, quoi. T'es obligé de protéger la nana pendant 1 an pour pas qu'elle se fasse virer, quoi. Et après, on se demande pourquoi les femmes entre 25 et 35 ans sont pas embauchées. Hein. Faut pas se poser la question. Hein. Il faut toutefois distinguer 2 périodes avec des niveaux de protection différents. Une période de protection absolue, pendant laquelle aucun licenciement ne peut être notifié ou prendre effet. Une période de protection relative, pendant laquelle un licenciement peut être notifié sous certaines conditions.
Il existe 2 cas où le contrat peut être rompu pendant la maternité. Pour cela, vous devez justifier d'une faute grave de la salariée non liée à son état de grossesse ou de votre impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Ouais, genre licenciement économique, quoi. Mais attention, même dans ces 2 situations, le licenciement ne peut pas être notifié pendant la période de priorité de protection absolue. Elle correspond à l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail au titre du congé maternité et des congés payés qui sont pris immédiatement après. Il peut l'être pendant la période de protection relative qui commence au retour de la salariée et pendant les 10 semaines suivantes. Tu peux notifier, mais t'as pas le droit de la virer à ce moment-là. Pardon. Oui, si elle a plus de 2 mois de préavis. Enfin, si elle a 2 mois de préavis et que tu la préviens 8 semaines avant, et que c'est pendant les 10 semaines, bah... elle est pas virée pendant les 10 semaines. Elle est en préavis. La protection absolue n'est pas prolongée au cas d'arrêt maladie, mais que se passe-t-il si le retour de la salariée est reporté en raison d'un arrêt maladie qui suit immédiatement le congé maternité? La suspension du contrat de travail qui est liée à l'arrêt de travail pour maladie reporte-t-elle la fin de la période de protection absolue? Non. Pour la Cour de cassation, l'arrêt maladie se situe dans la période de protection relative. Le licenciement peut être préparé et notifié pendant cette période, si, bien entendu, l'employeur justifie sous certaines conditions d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail, évidemment. C'est pas genre, ah bah elle est malade, bon bah tant pis pour sa gueule, elle dégage, tu vois. Nous on avait besoin de quelqu'un maintenant, elle est malade, voilà, elle est au chômage. Hop. Ah, le licenciement reste difficile en France, hein. Petite question. Moi, je pense qu'il y a personne sur le chat, du coup je vais répondre moi-même. C'est pas très actif aujourd'hui, malheureusement. Ai-je le droit de remettre la lettre de licenciement en main propre au salarié? Réponse oui ou non? Je pense que c'est oui. Bonne réponse. Ouh, j'ai une bonne réponse. Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, la lettre de licenciement doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement pour le motif personnel auquel le salarié a été convoqué. Pour la Cour de cassation, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, en effet. Pour les juges, la notification du licenciement par LRAR ne constitue pas une formalité substantielle, c'est-à-dire que si le licenciement est notifié par la remise d'une lettre en main propre, contre décharge, donc en gros le salarié signe en échange, vous ne serez pas condamné à payer l'indemnité au salarié pour irrégularité de la procédure de licenciement. La remise en main propre contre décharge est donc possible, mais attention, elle ne vous protège pas de certains litiges. Attention! Si une lettre de licenciement est remise en main propre, le salarié licencié peut contester la date de notification du licenciement, par exemple. Sachez également que si vous envisagez une transaction, cette dernière ne sera pas possible si vous envisagez une transaction, cette dernière ne sera possible que si le licenciement est notifié par LRAR. Transaction, je sais pas ce que c'est. Mais si la remise en main propre contre décharge est autorisée, nous vous conseillons toutefois d'envoyer une lettre recommandée. Et oui, ça protège. Sachant que la lettre recommandée, même si le salarié ne signe pas, elle lui sera arrivée quand même, hein. À partir du moment où le facteur s'est présenté au salarié et lui a demandé de signer, normalement, c'est considéré comme vu, hein, même si le salarié refuse de signer. Hein. Ah, bah ça nous intéresse, savoir si on remplit... Alors moi j'ai pas d'enfant, mais savoir si on remplit des attestations sur l'honneur, même si on n'a pas fait tester nos enfants, tiens. Hello Mordio, bienvenue. Bienvenue. Tu arrives au meilleur moment. On parle de fermeture de classe, enfant cas contact, malade. Quelles sont les règles en 2022? Les fermetures de classe sont au plus haut depuis le début de l'épidémie Covid-19, obligeant les salariés et parents à s'organiser pour garder leurs enfants. Avec les dernières évolutions concernant notamment les règles d'isolement, quelle solution peut-on trouver pour gérer la situation du salarié qui doit garder son enfant dont la classe ferme et qui est cas contact ou contaminé? Fermeture de classe, enfant cas contact, le bénéfice de l'activité partielle. Les parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'un enfant handicapé contraint de le garder suite à la fermeture pour raison sanitaire de la section, de la classe ou de l'établissement,
ou en raison de son identification comme cas contact, peuvent aujourd'hui toujours être placés en activité partielle s'ils ne peuvent pas télétravailler. D'un coup, toutes les entreprises qui pouvaient pas télétravailler, si les parents ils ont besoin de garder leurs enfants, je pense que d'un coup ils peuvent télétravailler, tu vois. D'un coup, magique, on a découvert Internet. Ouais, ça dépend. Encore une fois, ça dépend du travail, mais quand tu travailles dans un bureau, non, tu comprends, on n'est pas très favorable au télétravail, c'est pas très sympa et tout, on préfère être tous ensemble, en pleine épidémie de Covid. Ah, t'as ton enfant qui est malade? Bah c'est pas grave, tu peux télétravailler. Ah, t'es en arrêt maladie? T'inquiète, tu peux télétravailler. La difficulté repose le plus souvent sur cette possibilité de télétravailler. Au printemps 2021, la ministre du Travail a précisé qu'un salarié en télétravail peut demander à son employeur à être placé en activité partielle si la garde de son enfant l'empêche de poursuivre ses activités normalement. Oui, c'est logique, quoi. Vous devez étudier chaque situation personnelle. Quoi? Les RH étudient les situations personnelles? Ah bon? C'est à vous de juger s'il y a incapacité à télétravailler. Mais c'est l'enfer. Comment, quand t'es RH, comment tu fais ça sans investir la vie privée de ton salarié? C'est pas possible. Genre, soit t'es RH qui a 2 enfants, qui est une femme et qui a déjà télétravaillé avec des enfants qui hurlent derrière toi, et du coup, c'est bon, tu leur accordes. Soit t'es un homme, tu t'occupes pas de tes gosses. C'est rapide, hein, mais c'est ce qui se passe en entreprise. Hein. Soit t'es un homme, c'est pas toi qui t'occupes de tes gosses, et du coup tu dis bah je comprends pas pourquoi, vous avez qu'à les confier à quelqu'un d'autre, tu vois. C'est difficile d'aller étudier chaque cas particulier. Bon, déjà, vu le nombre de cas, ça doit être très compliqué, et puis d'aller étudier chaque cas particulièrement sans rentrer dans la vie privée de ses salariés, quoi. T'es pas censé investir le privé de tes salariés, hein. Enfin bref. C'est à vous de juger s'il y a incapacité à télétravailler. Il faut par exemple tenir compte du nombre d'enfants à charge, de leur âge, des conditions de logement, etc. Tu vois, mais... Enfin... Nombre d'enfants à charge, leur âge et tout, ça, tu le sais plus ou moins, hein, en entreprise, c'est pas particulièrement caché. Les conditions de logement, ça regarde pas ton entreprise, dans quelles conditions tu vis. Pour bénéficier de l'activité partielle, le salarié doit vous remettre un justificatif attestant la fermeture de l'établissement, la classe ou la section de l'enfant, ou un document de l'assurance maladie attestant que l'enfant est identifié comme cas contact à risque et doit donc s'isoler. Bon, alors, ce document-là, si vous l'obtenez, je suis curieuse de savoir à quoi ça ressemble. En gros, faites comme vous voulez, en gros, démerdez-vous, c'est exactement ça. Parce que déjà, là, ça commence à fermer un peu hein, les classes ou les sections. Les établissements, ils ferment pas, hein. Quasi pas. Et par contre, le document de l'assurance maladie attestant que l'enfant est cas contact, je pense que... Enfin, non mais... L'assurance maladie, elle donne ce genre de choses, vraiment? Genre, moi, je pense pas, hein, je pense qu'ils ont pas que ça à foutre, quoi. J'ai toujours pas ma dernière attestation de vaccination, alors s'ils arrivent à donner ça et pas ma dernière attestation, franchement, faut se poser des questions. Il doit également vous remettre une attestation sur l'honneur, indiquant qu'il est le seul des 2 parents demandant à bénéficier d'un arrêt au titre de la garde de son enfant, sachant qu'il est possible de fractionner l'arrêt ou de partager entre les parents. Oui, bah ce sera toujours le parent qui gagne le moins qui va garder. Hein. Vous devez conserver ces documents qui pourront vous être demandés par l'administration en cas de contrôle. Dès lors que le salarié remplit bien les conditions exposées ci-dessus, vous pouvez procéder à la déclaration d'activité partielle. Pour cela, vous devez adresser à l'adresse, ok. Mais du coup, pardon, mais cas contact, c'est quoi? Tu t'isoles une semaine? Faut trouver 20 documents pour prouver que ton gamin il est cas contact et pour pouvoir t'isoler chez toi. Ça, c'est bon, tu télétravailles quoi. Bah tu télétravailles mal, mais tu télétravailles. C'est beaucoup plus simple. Non mais c'est ridicule, enfin... Ouais, je sais pas. On n'est pas... l'administratif est pas tout à fait adapté à la pandémie. Hein. On a beaucoup trop de conditions, beaucoup trop de documents, de paperasse et tout pour être adapté à une situation qui évolue tous les jours, quoi. La procédure est simplifiée. Vous n'avez pas à consulter le CSE pour le placement d'activité partielle ni à faire de demande préalable. Oui, elle est simplifiée pour l'employeur, ouais. Les salariés en activité partielle perçoivent une indemnité équivalent à 70% de son salaire antérieur brut dans la limite de 70% de 4,5 SMIC, ok. Le reste à charge est de 0 pour vous. Le dispositif s'applique également pour les parents d'enfants cas contact. Ça, c'est intéressant, ça. Personnellement, dans certaines boîtes que je connais, on fait travailler les gens pendant leur activité partielle, on fait travailler les gens pendant leur arrêt maladie.
Les gens acceptent, hein, donc tant pis pour leur gueule, hein, mais du coup c'est marrant, t'as des salariés gratos, quoi. Ça, c'est même l'employeur qui va te pousser à te faire arrêter pour que tu puisses travailler gratos, hein. À nous, l'activité partielle en 2020, c'était ça, quoi. Ah, c'est complètement illégal. Ah non, mais on est d'accord. Mais de toute manière, c'est illégal de faire travailler un salarié pendant un arrêt maladie ou pendant l'activité partielle. Après, l'activité partielle, t'as des jours où tu travailles et des jours où tu travailles pas. Donc si par exemple t'es en activité partielle 3 jours par semaine, et que t'es censé travailler, je sais pas, le lundi et le mercredi, au hasard, ah bah, tu travailles le lundi et mercredi, ça c'est légal. Mais quand on te dit « Oui, mais là on est confinés, on est tous... » Je te des exemples réels. Hein. On est confinés, on est tous enfermés chez nous. Si vous vous ennuyez, vous pouvez avancer sur vos dossiers. Hein. Par contre, comme vous êtes en activité partielle tel jour et tel jour, ce serait bien de ne pas vous connecter sur Skype pour pas qu'on vous voit connecter, parce qu'après on se fait gronder par la direction, vous comprenez. Mais du coup, c'est pas grave, vous pouvez travailler le dimanche sinon. Vraiment. Hein. Texto, on m'a dit ça. Mais donc c'est complètement illégal de faire travailler les gens pendant leur arrêt maladie. C'est complètement illégal de faire travailler les gens pendant le chômage partiel. Bah en fait, faut bien, au-delà du fait que, bon, c'est du travail imposé alors que les gens sont malades ou qu'ils sont occupés à faire autre chose, faut bien garder à l'esprit que pendant l'arrêt maladie, on est indemnisé par la sécurité sociale et par la mutuelle si mutuelle il y a. Et pendant le chômage partiel, on est indemnisé par, je sais pas, l'État, la sécurité sociale ou Pôle emploi, je ne sais pas trop. Je sais pas qui indemnise pendant le chômage partiel. Mais du coup... Enfin... Vraiment, c'est l'employeur qui vient vous demander de travailler alors que vous êtes payé par quelqu'un d'autre, quoi. C'est normal, si l'État apprend ça et qu'il arrive à le prouver, il vient récupérer tout ce qu'il a versé à l'employeur. Hein. Mais bon, il faut déjà réussir à le prouver. Hein. Le dispositif s'applique également pour les parents d'enfants cas contact tenus de s'isoler. Oui, bah c'était ça, hein, c'était cas contact depuis... Ouais, il y a aussi malade aussi. Ok. Alors, désormais pour les enfants cas contact de moins de 12 ans, vaccinés ou non, les règles d'isolement ont changé. Ces règles d'isolement, elles sont gold. Ah, j'adore. Un test de dépistage doit être immédiatement réalisé. Jean Castex a annoncé, le 10 janvier 2022, depuis son yacht à Ibiza, qu'il allait pouvoir s'agir d'un autotest. S'il est négatif, il faut réaliser 2 autres tests 2 jours et 4 jours après la date du dernier contact. L'enfant dont les tests sont négatifs peut revenir à l'école avec une attestation. Tu penses bien qu'ils vont pas laisser de traces s'ils te demandent ça ? Bah évidemment. Mais c'est exactement comme pour le télétravail, hein. Je sais plus qui me disait, bah oui, mais c'est facile à vérifier que les gens sont pas en télétravail. Et alors ? Genre, les gens, ils mentent, hein. Les gens, ils mentent. Bah alors, il y a des gens qui veulent pas faire de télétravail, ce qui peut se comprendre aussi, hein. T'as pas particulièrement envie d'être seul tout le temps. Il y a des gens qui savent pas comment faire du télétravail, et puis il y a des gens qui sont contraints, mais c'est pas verbalisé, parce que on parle pas, on n'écrit rien, mais bon, comme tout le monde revient tous les jours et que personne ne fait du télétravail, on se sent un peu obligé de faire comme les collègues, quoi. Et du coup, c'est simple, hein, le contrôleur du travail, il vient, il vient un jour, il voit tout le monde, il dit « Ok, comment ça se fait que tout le monde soit là ? C'est notre jour de travail, tous les autres jours on est en télétravail. » Et puis voilà, tout le monde ment sous le regard bienveillant de son manager. Bon là, il est pas trop con, l'inspecteur de travail, il va quand même dire « Ouais, ok, par contre ce serait bien que vous alterniez les jours et que vous soyez pas tous, tout le temps, le même jour, quoi, parce que sinon ça sert à rien. » Voilà, mais oui, c'est invérifiable. Mais moi, la boîte qui a fait ça, elle s'est tapée un contrôle, hein, et il n'y a rien eu. Hein. Moi, j'ai eu des salariés au téléphone pendant cette période-là, parce que je devais les appeler pour diverses raisons. Je devais les appeler pour les former, tout simplement. J'ai eu des salariés qui m'ont dit qu'ils travaillaient jour et nuit, alors qu'ils étaient déclarés en chômage partiel. Vraiment, la salariée qui m'a dit ça, elle était en pleurs au téléphone, quoi. Ils étaient déclarés en chômage partiel, mais ils devaient avancer sur un dossier, sur un projet. Et du coup, sur ce projet, elle travaillait jour et nuit. Et elle me disait, mais je vais péter un câble, en fait. Ce qui est très compréhensible, et elle s'est barrée, et elle a bien fait de se barrer. Enfin,
Il y a un moment où les gens, l'entreprise, ce genre d'entreprise n'a aucune limite. Du coup, si les salariés ne mettent pas la limite, il n'y aura jamais aucune limite. Ah, je voulais vous parler d'un truc, mais je sais pas si on aura le temps. Je voulais vous parler du CSE en 2017 ou 18 je crois. Il y a eu le fait que le CSE ait été regroupé. Avant, on avait les délégués du personnel, le CE et le CHSCT, qui étaient 3 entités indépendantes et différentes, qui s'occupaient pas de la même chose. Le délégué du personnel, il s'occupait des cas individuels et particuliers. Donc s'il arrive quelque chose à une personne, c'est scandaleux, il se repose sur le fait que le salarié a besoin de son travail et peut pas partir. Non mais vraiment. Et puis au-delà de... Enfin après moi j'ai une vision d'une entreprise où vraiment les salariés, j'ai l'impression qu'ils sont lobotomisés quoi. Oui bien sûr que le salarié il a besoin de son travail, il a besoin de son travail pour vivre. Et en plus, cette période-là de Covid ne permet pas de retrouver du travail très facilement. En tout cas, dans certains métiers. Et du coup, bien sûr que c'est pas rassurant pour les salariés. Mais je travaille quand même dans une entreprise où... Enfin, clairement, les salariés de mon entreprise, ils sont pas caissiers ou ils sont pas manutentionnaires. Ils peuvent trouver du travail ailleurs. Et ils le pouvaient déjà avant la pandémie. Et ils sont mindfuck, quoi. Je sais pas comment dire. C'est genre... il faut jamais faire une vague, quoi. Il faut jamais rien dire et tout. C'est un scandale. Enfin, les salariés, ils acceptent hyper volontairement de se faire maltraiter. Vraiment, quoi. Je trouve ça... Moi, je trouve ça ouf qu'on puisse accepter aussi facilement de se faire entuber, quoi. Mais j'ai vu des trucs, mais... c'est... Genre, j'ai vu des gens se faire sucrer leur congé, mais... Enfin... Ils venaient travailler pendant leur congé, quoi. Moi, cette personne-là, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? On peut pas te virer. Genre, vraiment, pourquoi tu fais ça ? Ça n'a pas de sens. On va pas te virer. C'est-à-dire, si demain on te vire, tu vas au prud'homme et tu gagnes, parce qu'il n'y a pas de raison à te virer. T'étais là en train de te buter au travail tous les jours. Pourquoi t'acceptes quand on te demande de revenir pendant tes congés, quoi ? C'est ridicule. Et puis après, on lui dit, mais t'as pas posé assez de congés dans l'année ? Bah oui. Évidemment. Genre, on l'a fait revenir sur des congés et elle a été déclarée en congé, cette personne. Genre, elle a travaillé, mais vraiment, elle a travaillé pendant ses congés. Les gens, ils sont mindfuck par leur travail. Hein. Vraiment, on dirait qu'il y a que ça qui compte, quoi. On dirait que c'est le truc le plus important du monde. Il y avait... je regarde, enfin, il y a un documentaire de comment il s'appelle, Michael Moore, je crois, qui s'appelle Capitalisme, a Love Story, Capitalisme, une histoire d'amour, où il explique que lui, il a grandi à côté de Détroit, comme Eminem, et que dans les années 70, la ville était hyper prospère. Et qu'après, on a découvert la mondialisation, quoi, et que du coup, on a fermé les usines, donc on est allé s'approvisionner à l'autre bout du monde, que c'était beaucoup moins cher que de payer des salariés aux États-Unis, et du coup, la ville de Détroit a plongé complètement dans un marasme, puisqu'il y avait les entreprises qui faisaient tourner la ville, ont toutes fermé, et du coup, les gens se sont tous retrouvés sans emploi. Et c'est, en gros, lui, il marque ce moment-là, donc la fin des années 70, comme le moment où le capitalisme a pété un câble et où de coup on est devenus tous adeptes du libéralisme et où il n'y a plus aucun respect pour les salariés, plus de protection, plus rien. Après c'est les États-Unis. Hein. Et du coup, il dit une phrase très intéressante dans ce documentaire, il dit mais on accepte, au travail on accepte des choses qu'on n'accepterait pas de nos gouvernements politiques, qu'on n'accepterait pas qu'on nous dise en famille, qu'on n'accepterait pas qu'on nous dise entre amis. Genre, on nous dit des trucs, on nous insulte, quoi. On nous insulte, on nous parle comme des merdes, on nous maltraite et tout, et on accepte tout ça. Mais si un gouvernement nous faisait ça, bon... Le dernier gouvernement, ça marche pas. Mais si un gouvernement d'avant nous parlait comme ça, mais on pèterait des câbles et on se rebellerait. Et au travail, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on a l'impression que le rapport de force, il est jamais en notre faveur, ce qui n'est pas vrai. Oui, il y a beaucoup de chômeurs. Et oui, n'importe qui peut venir prendre votre place demain. Ce qui ne signifie pas que vous ne devez pas vous défendre. C'est important de se défendre parce que
Si vous le faites pas, en fait, si vous commencez à accepter un truc, vous accepterez encore plus, encore plus, encore plus. Ces gens-là, ces managers-là qui demandent toujours plus et des choses qui sont parfois complètement absurdes, ils ont aucune limite. Je l'ai vu, je l'ai connu. Il y a aucune limite. J'ai vu des personnes aller faire les courses perso des managers, quoi. Vraiment, c'était pas du tout leur job. Elles sont pas assistantes perso. Mais c'est incroyable. Incroyable ce qu'on accepte pour le travail. On accepte de se faire insulter et tout, quoi. Il y a des patrons qui parlent à leurs salariés, mais comme des merdes. C'est un engrenage vicieux dont on a énormément de mal à sortir. Oui, complètement. Et puis le travail, au-delà de l'aspect financier, c'est un aspect sociologique hyper important. Le travail, c'est la reconnaissance dans le monde, en fait. C'est quand on parle à des gens, la première question qu'on leur pose, après leur avoir demandé leur prénom, si on est quelqu'un d'à peu près poli, la première question qu'on leur pose, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tu fais quoi ? Et on ne demande pas tu es quoi, on demande tu fais quoi ? C'est quoi ton travail ? Qu'est-ce que tu as comme travail ? Pas qu'est-ce que tu es ? Quelle personne tu es ? On s'en fout. En vrai, moi, cette question, elle m'a toujours mis hyper mal à l'aise. Et d'autant plus maintenant que, du coup, bon bref, j'ai une situation professionnelle un peu particulière. Quand on me dit tu fais quoi dans la vie, ça me fume. En fait, j'ai pas envie de répondre à cette question. Elle me gave pour moi, mais elle me gave pour les autres. Je me dis, mais en quoi ça décrit cette personne de savoir qu'elle travaille ici ou là ? Ça la décrit pas du tout. Et pour plein de mes potes, ça les décrit absolument pas. Le travail définit beaucoup les gens dans notre société. Ouais, complètement. Complètement, pour avoir fait des périodes de chômage de 6 mois. J'ai fait une période de chômage de 6 mois. T'es pas d'accord ? Bah dis-le que t'es pas d'accord. Je suis pas d'accord ! Je suis pas d'accord. Je proteste. En quoi t'es pas d'accord ? Vas-y, argumente là. Pour avoir fait une période de chômage de 6 mois, tu te sens vraiment en marge de la société, quoi. Vraiment. Enfin, moi, en tout cas, je me suis sentie en marge de la société. Moi, le travail, ça a toujours été un point hyper important dans ma vie. Ça a été un point d'ancrage. Je me suis battue pour travailler et je me suis rendu compte il y a peu de temps à quel point je m'étais battue pour travailler. C'est-à-dire que j'ai pas gagné d'argent et j'ai travaillé. C'est un scandale, mais bref, c'est comme ça. Et du coup, le travail a toujours été important pour moi, a toujours été important dans ma famille. C'était une valeur, le travail. Et quand je me suis retrouvée au chômage et que les gens te disent tu fais quoi ? Bah t'as pas envie de répondre, hein. T'as pas envie de répondre. Et puis au final, moi aujourd'hui, j'ai pas envie de m'identifier à mon travail, quoi. J'ai pas envie d'être identifiée à mon travail. Et mon travail, c'est ce que je fais là, hein. Je veux dire, je suis RH. Je suis RH depuis 8 ans. Et... et du coup, je me suis mise à streamer pour des raisons X et Y. Et en fait, regardez, mon travail, il me rattrape. C'est ce que je suis en train de streamer. Le travail, s'il est vocationnel, c'est bien là le problème, définit quand même une personne. Oui, mais encore une fois, Aurel, tu prends ton cas pour des généralités, quoi. Genre, vraiment... C'est surtout le conatus entre vocation et réalité. Je pense que... Mais même... Tu vois, même dans ton cas, même les gens qui font ton métier... Parmi nos potes, par exemple, je pense que même eux, t'as du mal à comprendre que c'est pas leur vocation, quoi. J'ai conscience que je suis pas représentatif, ouais. Mais toi, t'es pas représentatif. Et même dans ton métier, je pense que t'es pas représentatif. Il y a des gens... Tu vois, t'es dans un métier... T'es dans un métier où il y a du travail. À partir du moment où t'as un certain niveau de diplôme, il y a du travail, il y a du fric. Et en plus, vous avez des contraintes. Vous avez pas c'est pas une question de contrainte, mais genre, on vous donne des avantages qu'on donne pas à d'autres parce que vous êtes susceptible de vous casser, tu vois. Mais je parle de la branche plus généralement, plus que le métier, en fait. À partir du moment où tu as certains diplômes dans ton domaine d'activité, vous avez quand même un poids de négociation qui est hyper important. Et malgré ça, il y a plusieurs personnes de notre entourage qui ont ton niveau de diplôme, qui font ce métier-là et qui n'aiment pas ça, hein. Qui n'aiment pas ça, qui trouvent pas ça fou, qui s'emmerdent un peu dans ce qu'ils font, quoi. Mais bien sûr, vous avez un poids de négociation. Juste que si ton travail est ta vocation, c'est normal que ça soit identifiant. Mais... tu sais, c'est des points de vue sociologiques, ça. Hein.
C'est normal que ce soit identifiant parce qu'on vit dans une société capitaliste, parce qu'on vit dans une société libéraliste, et parce qu'on vit sous l'influence des États-Unis, qui sont hyper capitalistes et hyper libéralistes. Et du coup, là-bas, tout ce qui compte, c'est le travail. Ils taperont leur dépression à 40 piges s'ils faillent care. Non mais bien sûr. Tu sais, comme m'a dit quelqu'un hier, c'était avant-hier, quelqu'un m'a dit non mais être streamer et de gauche, ça marchera jamais. Je suis pas de droite, hein. Si faille care, moi je I care, tu vois. Ça m'intéresse. Le travail est une valeur émancipatrice, même selon les doctrines. Oui, d'accord, ouais. Quand t'as eu l'occasion de faire des études, quand t'es pas parti de trop bas. Moi, personnellement, j'ai fait des ménages et j'ai gardé des enfants, c'était pas émancipateur. Hein. Quand bien même je gagnais du fric. C'était absolument pas émancipateur, c'était très, très, très enfermant. Mais en fait, on confond être et avoir. Il y a des gens qui sont très valorisés dans le fait d'avoir des choses et il y a des gens qui sont très valorisés dans le fait d'être quelque chose. Moi, je suis absolument pas valorisée par le fait d'avoir des choses. Ça m'intéresse pas. Sinon, j'aurais acheté une voiture, enfin voilà. Genre le dernier truc que j'ai acheté qui est susceptible de me donner de la valeur parce que je posséderais, parce que j'aurais des choses. La dernière chose en question, je regrette un jour sur deux. C'est vraiment pas mon délire. Moi aussi, ça m'intéresse. Ça reste le choix de tout à chacun de subir et de se résigner ou alors de risquer et de s'épanouir. Ouais. La valeur travail est pas du tout la même entre le capitalisme et l'anticapitalisme quand même. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Mordio ? Non, moi je suis pas d'accord avec toi, Aurélien. Ça reste pas le choix de tout à chacun. C'est clairement, tu me connais depuis longtemps. On va pas revenir sur la date. Tu me connais depuis longtemps. Je pense que tu m'as vu bosser comme une dingue depuis longtemps. Et regarde où j'en suis, quoi. Regarde où j'en suis. Tout ça parce que j'ai décidé de pas me faire maltraiter. Bah, je suis dans une espèce de situation de merde, quoi. Je suis d'accord sur l'égalité, on part pas du même point selon notre richesse initiale, ouais. Oui, et puis il y a des gens qui essayent toute leur vie et qui n'obtiennent jamais. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'essayer. Je suis tout à fait d'accord avec toi que, effectivement, si tu n'essaies pas, si tu demandes jamais, tu n'obtiendras jamais rien. Si tu prends pas de risques, tu n'obtiendras jamais rien. Et il y a des gens qui sont tout à fait d'accord avec ça. Il y a des gens dans leur vie qui sont tout à fait ok avec le fait de dire, bah, ok, c'est quoi moi j'ai mon petit quotidien qui est là. Si je prends un risque, je risque de perdre ça. Je veux pas perdre ça. Du coup, je prends pas de risque. Et du coup, je courbe les chines et j'accepte qu'on m'en mette plein la gueule. Moi, mes parents étaient comme ça, tu vois. Au travail, mes parents, surtout mon père, il était comme ça. Et ça s'entend. Ça s'entend de la part de l'endroit où il vient, si tu veux. Lui, il a fait un bond en avant par rapport à la situation de ses parents, et ma mère aussi. Et mes parents attendaient de moi que je fasse un bond exceptionnel en avant par rapport à leur situation à eux, ce qui ne s'est pas avéré puisque le monde du travail a changé entre le moment où eux cherchaient du travail et où moi je cherche du travail. Je pense que dans le capitalisme, travail égale productivité forcément, alors que pas forcément dans l'anticapitalisme. Tout à fait d'accord, mais les deux idéologies prônent une émancipation via leur travail. Mais je suis pas en train de... Comment ça s'appelle ? Je suis pas en train de dire que le travail, c'est une mauvaise chose. Hein. J'adore le travail. Enfin, moi-même, j'aime bien travailler. J'aime ça, quoi. Mon travail... En fait, je sais pas comment expliquer. Regardez, je suis là en train de galérer. Je suis en formation RH. Je fais des RH depuis 8 ans. Je voulais m'éloigner de ça. Qu'est-ce que je fais ? Des streams droit du travail, quoi. Évidemment. Le marché a évolué, ouais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais évidemment que la valeur travail, c'est important. Mais je pense quand même que quand t'es au SMIC, la valeur argent, elle est un peu plus importante que la valeur travail, tu crois pas ? Je pense que quand tous les mois, t'es à te demander si tu vas finir le mois, si tu vas réussir à nourrir tes enfants et tout, t'en as un peu rien à foutre de la valeur travail. Voilà. C'est mon avis.
Mais comme dit Mordio, il y a des modèles d'entreprise où les résultats sont partagés, où, c'est pas des gens qui ont investi au départ dans l'entreprise qui récupèrent l'argent tous les ans. Des gens qu'on n'a même jamais vus en entreprise. Enfin, moi, tu vois, je trouve ça dingue aussi. C'est ton père qui a investi dans une entreprise à un moment, il a mis 300 balles. Te voilà 40 ans après à toucher des milliers, voire des millions, tout en sous-payant tes salariés parce que tout ce que tu veux, c'est que ta part, elle soit la plus grande. Mec, t'as jamais foutu les pieds dans l'entreprise. Tu sais même pas ce que c'est. Franchement, moi, je trouve ça dégueulasse. Tiens, faut leur faire un stage non payé dans l'entreprise. Quel enfer. Du coup, le salarié ayant testé... Vas-y, ça me saoule, là. Alors, finissons ça. Enfant atteint du Covid, le dispositif dérogatoire d'arrêt de travail prolongé en 2022. Les salariés ayant un enfant testé positif au Covid-19 peuvent demander à bénéficier d'un arrêt de travail pour personnes cas contact identifiées par l'assurance maladie s'ils ne peuvent pas télétravailler. Mais alors du coup... La logique derrière ça, c'est... Ton gamin, il a le Covid, du coup t'es cas contact, du coup on t'arrête parce que t'es cas contact. Ouais. Enfin, la logique derrière ça, c'est... T'as un enfant, on a des politiques comment ? Mince. On a des politiques de parentalité, on a des politiques qui poussent les gens à faire des enfants parce que, en fait, il n'y a pas assez de naissances. Et du coup, tu t'arrêtes pour garder ton enfant, point. Et l'assurance maladie t'indemnise, point. C'est tout, en fait. Parce que... comment ? Parce que moi, j'ai un peu du mal avec ça. Il y a des politiques... qui veulent nous faire des enfants à tout prix parce que y a pas assez de naissances et que du coup niveau ça va être la merde quoi. Dans quelques années il y aura plus personne pour s'occuper des vieux et en même temps quand t'as des enfants on tape dessus quoi. C'est une politique de merde. Y a pas à justifier que t'es qu'à contact pour te faire arrêter. T'as un enfant malade, tu es arrêté pour enfant malade, point. Et tu comptes pas le nombre de jours d'enfants malades en année de Covid, c'est tout. Mais je suis idéaliste et je le sais. Mais il y a un moment, en fait, on est en année Covid, laisse tomber, arrête de compter, quoi. Faut arrêter de compter. Ce dispositif concerne aussi les parents d'enfants de moins de 16 ans, au jour du début de l'arrêt, ok. Arrêt en principe de 7 jours. Mais du coup, ça veut dire quoi ? Que le salarié, il va falloir qu'il se fasse un test tous les 2 jours aussi ? Ça pourquoi pas, mais qu'il va falloir qu'il demande une attestation à la sécurité sociale comme au début, ou c'est bon ? Tout salarié bénéficier des IGHS du complément employeur, sans condition d'ouverture du droit d'ancienneté. Ok, bon. C'est pas clair cette histoire.